L'hiver de 2003, une jeune femme nommée Olivia Carter, une actrice en herbe de 21 ans, disparut mystérieusement après avoir rencontré un producteur de cinéma à Los Angeles. Son cas fut rapidement médiatisé, attirant l'attention des autorités qui ne ménageaient pas leurs efforts pour élucider cette disparition inquiétante. Olivia avait commencé à faire parler d'elle dans les cercles du cinéma local, mais sa carrière n'avait pas encore décollé. Elle avait multiplié les petits rôles dans des films indépendants et des apparitions dans des séries télévisées mineures, mais rien de suffisamment grand pour la propulser vers la célébrité. Pourtant, elle avait l'ambition et la détermination qui manquaient souvent aux autres dans ce milieu impitoyable. C'est cette soif de reconnaissance et de succès qui l'avait poussée à Los Angeles, où les rêves étaient à portée de main, mais où les illusions pouvaient rapidement se transformer en cauchemars. Lors d'une soirée, alors qu'elle flânait avec des amis dans un bar de Santa Monica, elle croisa un homme qui se disait producteur. Il s'appelait Nathaniel Brooks. Grand, élégant, avec une prestance incontestable, il avait l'air d'un homme du métier. Il portait un costume parfaitement ajusté et ses manières étaient irréprochables, mais son regard, ce regard insistant et charismatique, celui d'un homme habitué à obtenir ce qu'il voulait. Il lui parla de son expérience dans le cinéma, de projets en cours, de talents qu'il avait découverts, et surtout, il lui promit une audition pour un rôle important dans un film à gros budget. Un rôle qu'il qualifiait de « décisif » pour sa carrière. Une offre qu'elle ne pouvait refuser. Olivia était consciente de la compétition féroce dans l'industrie, mais elle avait confiance en elle. Elle se disait que ce serait son grand moment. Bien qu'une petite voix intérieure lui conseillât de se méfier, l'opportunité semblait trop belle pour la laisser passer. Et puis, après tout, Nathaniel Brooks était un nom respecté dans l'industrie. Il avait travaillé avec certains des plus grands réalisateurs du moment et ses films avaient connu un succès commercial indéniable. Le rendez-vous était fixé dans un café branché du quartier de Century City, un lieu chic où des producteurs, acteurs et scénaristes se retrouvaient souvent pour discuter de nouveaux projets. L'endroit semblait irréel, avec ses luminaires modernes et ses murs en verre qui laissaient entrer la lumière tamisée de l'après-midi. L'atmosphère était feutrée, presque intimiste. Nathaniel arriva à l'heure, vêtu d'un costume sombre qui lui conférait une allure de grand homme d'affaires. Il s'excusa pour le retard d'un autre rendez-vous, avant de l'inviter à s'installer. Il semblait pressé, mais son charme naturel effaça rapidement toute tension. Ils parlèrent de cinéma, de la carrière d'Olivia, de ses rêves. Nathaniel l'écoutait attentivement, la complimentant sur son talent, et évoquait déjà les détails du film pour lequel il voulait l'auditionner. Il lui promit que ce rôle serait son ticket d'entrée dans le monde des grandes productions hollywoodiennes. Les minutes passèrent vite, et bientôt il lui proposa de la conduire dans un bureau privé où il organiserait l'audition le lendemain. « Il faut que tu sois prête », lui dit-il avec un sourire énigmatique. Ce fut la dernière fois que quelqu'un entendit parler d'Olivia. Le rendez-vous, censé être une chance de briller, devint rapidement un piège. Le lendemain, Olivia donna rendez-vous à Nathaniel, mais elle n'arriva jamais. Personne ne la revit. Ni ses amis, ni sa famille, ni les autorités n'avaient de nouvelles d'elle. Son téléphone était éteint, ses comptes de réseaux sociaux inactifs. Elle avait disparu sans laisser de traces. Les enquêteurs, dirigés par la détective Léa Dufresne, s'attaquèrent à l'enquête avec détermination, concentrant leurs efforts sur les derniers mouvements d'Olivia, une jeune actrice en ascension qui semblait avoir disparu dans la nuit. La dernière soirée de la victime, marquée par un rendez-vous mystérieux avec un producteur du nom de Nathaniel Brooks, était rapidement devenue l'épicentre de leur enquête. Les témoins, après avoir vu les vidéos de surveillance, avaient identifié Brooks comme étant l'homme qu'Olivia avait rencontré le soir de sa disparition, et plus inquiétant encore, il avait été filmé quittant le quartier où l'hôtel de la jeune femme était situé. Cela renforçait l'hypothèse que Nathaniel Brooks avait pu être impliqué dans son enlèvement, voire pire. L'homme en question n'était pas un inconnu des forces de l'ordre. Son passé criminel lourd avait marqué l'histoire de la ville. Ancien détenu, il avait purgé plusieurs peines de prison pour des délits graves, dont des agressions sexuelles et des vols. Sa libération conditionnelle, récente, avait mis les policiers en alerte, car il avait toujours été reconnu pour son tempérament instable et sa propension à commettre des actes violents. Plus alarmant encore, la nature de ses crimes devenait de plus en plus inquiétante, ce qui ne manqua pas d'intriguer la détective Dufresne et ses collègues.
Leur intuition se confirma quand ils découvrirent qu'il avait visité plusieurs maisons de luxe dans les quartiers huppés de Hollywood Hills. Ce qui attira particulièrement leur attention, c'était sa demande spécifique, des pièces insonorisées. Pourquoi un homme avec un tel passé aurait-il un tel besoin de silence absolu dans ses résidences? Cette découverte leur donna une nouvelle piste, mais aussi une nouvelle couche de mystère autour de Brooks, qui semblait avoir pris des mesures minutieuses pour ne laisser aucune trace de son passage. Les choses prirent un tournant inattendu lorsqu'un appel anonyme bouleversa l'enquête. L'informateur, sa voix tremblante mais claire, révéla à la police qu'il devait se rendre dans les collines de Laurel Canyon, un secteur isolé et boisé. Là, un groupe de 4 jeunes randonneurs, marchant hors des sentiers battus, avait fait une découverte macabre. En fouillant à proximité d'un sentier reculé, ils étaient tombés sur un sac de couchage abandonné. À l'intérieur, ils avaient trouvé un cadavre, celui d'Olivia. Le corps, fortement décomposé, témoignait du temps écoulé depuis la mort de la jeune femme, et la scène laissa les enquêteurs dans un état de choc. Olivia, une étoile montante, une vie prometteuse réduite à un cadavre dans les collines. Le médecin légiste, après une analyse approfondie, confirma que la cause de la mort était une asphyxie, probablement due à un étranglement. Toutefois, des traces de violence physique, telles que des ecchymoses et des coupures, furent également retrouvées sur le corps. Ces blessures laissaient supposer une lutte acharnée avant sa mort, et la nature des marques de violence indiquait que l'agresseur avait délibérément cherché à briser la résistance d'Olivia. Cela accentuait la brutalité du crime et compliquait davantage la situation. La détective Dufresne se sentit submergée par l'ampleur de la tragédie, mais elle savait que chaque élément de preuve pourrait conduire à la vérité, à la justice, et peut-être, à la découverte de l'identité du meurtrier. L'enquête semblait au point mort. Les jours se succédaient sans que de nouvelles preuves n'émergent. Brooks, bien que l'objet de toutes les suspicions, continuait à nier toute implication dans la disparition d'Olivia. Lors de son dernier interrogatoire, il avait répondu d'une voix calme et sans émotion, contournant habilement chaque question. Il nia catégoriquement avoir rencontré Olivia, et son attitude détachée, presque indifférente, ne faisait qu'ajouter à l'énigme. C'était comme s'il était conscient que les enquêteurs étaient dans une impasse. Sa tranquillité presque glaciale laissait penser qu'il savait parfaitement que sans preuve tangible, il ne pourrait pas l'arrêter. La détective Léa Dufresne, pourtant habile et perspicace, avait l'impression que quelque chose lui échappait, qu'un détail crucial restait hors de portée. Le manque de preuves directes était frustrant. Les vidéos de surveillance montraient Nathaniel Brooks en train de rencontrer Olivia, mais aucune image ne prouvait qu'il l'avait enlevée ou qu'il l'avait tuée. De plus, ses antécédents criminels, bien que lourds, ne suffisaient pas à lier de façon formelle son passé à ce crime spécifique. Brooks, après tout, était un homme rusé et méticuleux. Il semblait s'être parfaitement préparé, en prenant soin de dissimuler toute preuve qui aurait pu le relier à l'endroit où Olivia avait été enlevée. La détective Dufresne commençait à se demander si ce cas allait, lui aussi, sombrer dans l'oubli. Cependant, tout changea lorsqu'un agent immobilier, Antoine Laurent, contacta les autorités, apportant avec lui une information qui fit redémarrer l'enquête. Laurent avait immédiatement reconnu le visage de Nathaniel Brooks, en voyant sa photo dans un reportage sur la disparition d'Olivia. Ce nom, ce visage, il ne les avait pas oubliés. Quelques semaines avant la disparition de la jeune actrice, il avait croisé Brooks lors d'une visite privée dans l'un des biens qu'il représentait. L'homme lui avait demandé une série de choses étranges, mais ce qui avait retenu l'attention de Laurent, c'était l'insistance de Brooks pour tester l'insonorisation des chambres. « Je veux être sûr que personne ne puisse m'entendre », avait-il dit de manière délibérée, insistant sur l'importance du silence absolu. Au départ, Laurent n'avait pas pris ses remarques trop au sérieux, pensant simplement que Brooks avait des goûts excentriques. Mais avec le recul, il comprit que ses demandes étaient loin d'être ordinaires. Brooks ne cherchait pas simplement une maison calme pour y vivre, il voulait un endroit où il pourrait commettre ses actes en toute impunité, sans craindre que quiconque l'entende ou l'interrompe. Cette révélation fit immédiatement surgir des suspicions dans l'esprit de la détective Dufresne. Elle savait que l'énigme se complexifiait. Nathaniel Brooks n'était pas simplement un criminel isolé, il semblait avoir planifié minutieusement ses actes, choisissant des lieux spécifiques où il pourrait accomplir ses méfaits sans laisser de traces. Le témoignage d'Antoine Laurent fut un tournant majeur.
Il confirma que Brox avait cherché à s'installer dans des propriétés où il pouvait travailler dans la discrétion la plus totale. Ce détail, combiné à l'observation des enquêteurs concernant sa récente visite dans le quartier d'Hollywood Hills, donna une nouvelle direction à l'enquête. Les policiers se concentrèrent désormais sur ces maisons spécifiques, scrutant les documents d'achat et les locations possibles. Si Brox avait effectivement trouvé un endroit pour commettre son crime, il avait dû prendre des mesures pour effacer toute preuve de son passage. Les policiers, désormais convaincus de la culpabilité de Nathaniel Brox, poursuivaient leur investigation avec une détermination renouvelée. Chaque nouvelle découverte semblait les rapprocher de la vérité, mais il leur manquait encore ce dernier élément crucial, ce détail qui allait faire basculer l'affaire. Ce détail arriva de manière inattendue. Un appel téléphonique anonyme, reçu dans les bureaux de la police, révéla une information décisive. Nathaniel Brox avait utilisé son téléphone portable dans la zone exacte de Laurel Canyon, là où le corps d'Olivia avait été retrouvé, peu après sa disparition. Cette donnée, collectée grâce à la géolocalisation de son appareil, apporta une nouvelle pièce du puzzle. Le simple fait qu'il ait été présent sur les lieux renforça les soupçons qui pesaient déjà sur lui. L'équipe d'investigation se lança alors dans une analyse minutieuse des horaires et des lieux de tous ses déplacements ces dernières semaines. En croisant ces informations avec les éléments déjà recueillis, la police établit un lien direct entre Brox et le lieu du crime. Ses allées et venues à proximité du site où Olivia avait été tuée devenaient de plus en plus difficiles à ignorer. La détection de son téléphone portable, dans cette zone précise, était désormais l'élément qui les liait de façon irréfutable à la scène du crime. Cependant, malgré cette nouvelle preuve qui paraissait accablante, il restait encore un dernier obstacle à franchir pour boucler l'enquête, un témoignage clé. Ce témoignage arriva sous une forme inattendue, venant d'une source que les enquêteurs n'avaient pas anticipée. Une jeune femme, nommée Julia Bennett, se présenta à la police après avoir vu les informations sur l'enquête dans les médias. Elle avait visiblement attendu le bon moment pour parler, et ce moment était arrivé. Julia, serveuse dans un restaurant populaire à Century City, expliqua qu'elle avait échappé de peu à une tentative d'agression de la part de Nathaniel Brox, quelques semaines avant la disparition d'Olivia. Son récit était glaçant. Elle expliqua comment Brox l'avait abordée un soir alors qu'elle travaillait dans le restaurant. En se faisant passer pour un producteur de cinéma bien établi, il lui avait fait des promesses alléchantes, lui assurant qu'elle pourrait décrocher un grand rôle dans un film à gros budget. Pour une jeune serveuse comme Julia, cette proposition semblait être une occasion en or. Brox avait réussi à la convaincre de le suivre, prétextant qu'il voulait la rencontrer dans un hôtel pour discuter des détails de l'audition. Intriguée, mais méfiante, Julia avait accepté de le suivre, mais quelque chose n'allait pas. À mesure qu'il s'approchait de l'hôtel, le comportement de Brox devenait de plus en plus étrange. Il posait des questions personnelles, lui parlait de manière insistante de la protection qu'il offrait à ses protégés dans l'industrie du cinéma, et se montrait de plus en plus intrusif. Arrivé dans la chambre d'hôtel, le malaise de Julia devint palpable. Brox avait insisté pour qu'elle prenne une douche pour se détendre, une demande qui, selon elle, avait un sous-entendu qui la mettait profondément mal à l'aise. C'était à ce moment-là que Julia comprit qu'elle était en danger. Elle avait trouvé un prétexte pour quitter la pièce, et, paniquée, elle avait fui l'hôtel avant que Brox ne puisse l'atteindre. Ce n'est qu'en voyant l'histoire d'Olivia dans les journaux qu'elle avait fait le lien entre ce que Brox lui avait dit et la victime. Elle réalisa que ce qui lui était arrivé n'était peut-être que la répétition d'un schéma plus vaste, un schéma dans lequel Olivia avait été la victime fatale. Avec le témoignage crucial de Julia Bennett, les enquêteurs avaient désormais amassé suffisamment de preuves pour procéder à l'arrestation de Nathaniel Brox. L'étau se resserrait, et la justice semblait enfin à portée de main. Lors de son arrestation, l'homme se montra d'une froideur glaciale, son visage impassible trahissant une tranquillité étrange, presque calculée. Il ne réagit ni en sursaut ni en colère, comme si, au fond de lui, il savait déjà que cette situation ne représentait aucun réel danger pour lui. Peut-être avait-il l'impression que le système ne parviendrait pas à le faire tomber, ou peut-être se sentait-il si sûr de sa capacité à manipuler les événements que la capture ne l'inquiétait même pas. Quoi qu'il en soit, sa posture, calme et dénuée de toute émotion, ne faisait qu'ajouter à l'horreur du tableau.
C'était un homme qui semblait tout simplement comprendre qu'il avait joué sa partie de manière parfaite jusqu'à ce moment précis. Mais les faits étaient là, implacables. Nathaniel Brooks était désormais un tueur en série, et le film d'horreur qu'il avait tenté de réaliser en jouant avec la vie et la mort de ses victimes n'était plus une fiction qu'il pouvait contrôler. L'instrument de cette prise de conscience n'était autre que la persévérance des enquêteurs, qui n'avaient jamais relâché leur emprise, et la bravoure de Julia Bennett, dont le témoignage avait été un catalyseur fondamental dans l'affaire. Elle n'avait pas seulement permis de mettre un visage sur le prédateur, mais elle avait aussi mis en lumière la façon dont Brooks avait l'habitude de manipuler ses proies et de les enfermer dans des pièges aussi pervers qu'inventifs. Brooks fut formellement accusé du meurtre d'Olivia Carter, et sa mise en examen pour ce crime horrifique marqua un tournant dans l'enquête. Toutefois, les policiers, bien conscients de la dangerosité de leur suspect, redoublèrent d'efforts pour vérifier s'ils n'avaient pas d'autres victimes sur les bras. L'intuition des enquêteurs ne tarda pas à se confirmer, plusieurs autres femmes, qui avaient échappé à ses griffes, furent retrouvées. Certaines avaient frôlé la tragédie de très près, d'autres avaient peut-être été marquées à vie par leur rencontre avec lui. Grâce à leur vigilance et à l'efficacité du système de partage d'informations, ces femmes furent identifiées, et plusieurs d'entre elles purent être protégées avant que le cauchemar de Nathaniel Brooks ne puisse les engloutir. Il apparut alors que l'homme avait, pendant des années, agi en toute discrétion, manipulant ses victimes pour qu'elles ne soupçonnent rien jusqu'au dernier instant. Chaque agression était soigneusement orchestrée pour qu'elle reste invisible, presque imperceptible, comme un piège délicatement tendu. Son modus operandi était tellement précis et organisé qu'il semblait invincible. Pourtant, l'acharnement des policiers à traquer ses moindres déplacements et la force du témoignage de Julia eurent raison de sa façade. Le procès, qui s'annonça comme un long et complexe affrontement, fut un moment de grande tension. Les détails des actes de Brooks, de ses méthodes manipulatrices et de son esprit calculateur, furent exposés au grand jour. Mais à mesure que les victimes survivantes témoignaient, une vérité plus sombre émergeait. Nathaniel Brooks n'était pas seulement un meurtrier. Il était le produit d'un système qui lui avait permis de se répandre dans l'ombre sans jamais être inquiété. Ses victimes n'étaient pas seulement des corps jetés de côté, mais des symboles des failles d'une société qui, parfois, ignore les signes d'alerte jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La justice, bien que lente et parfois hésitante dans ses démarches, finit par rattraper l'ombre de Brooks. Le film qu'il avait imaginé pour lui-même, un film d'horreur où il était à la fois le réalisateur et le spectateur, s'effondrait sous le poids de la vérité. Chaque acte qu'il avait commis, chaque vie qu'il avait tenté de briser, était désormais une histoire racontée dans les couloirs de la cour de justice, où il ne pouvait plus échapper à la lumière de la vérité. Pour les proches d'Olivia Carter et les autres femmes qui l'avaient terrorisée, la victoire n'était pas seulement celle d'un procès gagné ou d'une condamnation prononcée, mais celle de la résilience et de la justice retrouvée. Olivia, bien que tragiquement morte, avait enfin trouvé un écho dans le monde. Son histoire, et celle des autres victimes, devenaient un témoignage d'espoir pour toutes celles qui, dans l'ombre, craignent de se retrouver face à un prédateur comme Brooks. Et tandis que le procès avançait, que les témoins se succédaient à la barre, une question persistait dans l'esprit des enquêteurs et des jurés: combien de vies auraient été sauvées si Nathaniel Brooks avait été arrêté plus tôt? Combien de femmes auraient pu échapper à son emprise s'il avait été détecté à temps? Mais à défaut d'éradiquer toute forme de mal, la justice parvenait au moins à mettre un terme à l'un de ses plus grands agents.